Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision. Voici le sommaire. Ce lundi 2 octobre, Félix Tshisekedi et son homologue zambien ont présidé ensemble à Lubumbashi le lancement de construction d'un pont sur la rivière Luapula en présence des quelques autorités congolaises et zambiennes. Fini les doutes, Denis Mukwege sera candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé à la population congolaise ce lundi au cours d'une adresse dans la salle de Fatima à Gombe. Et enfin, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode sera ouverte le mercredi prochain au Vatican par le pape François et désormais, les femmes pourront y participer et voter. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. La cérémonie du lancement des travaux de construction du pont sur la rivière Luapula dans la province du Haut-Katanga a été présidée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et le président de la République sœur de la Zambie. Cette infrastructure est d'une importance capitale pour les échanges transfrontaliers entre la RDC et la Zambie. Jeunette Fika. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue zambien Hakainde Hichilema ont co-présidé la cérémonie du lancement des travaux de construction du pont sur la rivière Luapula dans la province du Haut-Katanga, un pont qui reliera les deux pays voisins. Après les mots de bienvenue du gouverneur de la dite province, Jacques Kaboula, s'en est suivi des exposés de plusieurs personnalités qui ont pris part à cette cérémonie. Entre autres, les chefs du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé et le directeur général du JED Africa. À 14 heures, passées de quelques minutes, les deux chefs d'État ont procédé à la pose de la première pierre qui a ouvert tout de suite le début de ces travaux de construction. Rappelons que c'est depuis dimanche 1er octobre que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et tous les membres de son gouvernement séjournent à Lubumbashi, capitale économique du pays, avant la deuxième étape dans l'île Lualaba. L'Union sacrée de la Nation a choisi à l'unanimité Félix Tshisekedi comme candidat président aux élections de décembre 2023. Un choix fait hier dimanche lors du premier congrès de cette plateforme qui s'est tenu au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. Yves Maël a été présent pour le compte de BC Télévision. Le parti et plateforme politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, unis comme un seul homme, main dans la main du bon côté de l'histoire pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité de l'Union sacrée. Par le biais de ce premier congrès de l'Union sacrée de la Nation qui s'est tenu le dimanche 1er octobre au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. Les congressistes ont choisi à l'unanimité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat président de la République aux élections de décembre 2023, après plus de 30 minutes des coulisses de membres du bureau du Congrès. Et désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la Nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une résolution approuvée par l'Assemblée des congressistes, par le gouverneur de province, des députés nationaux et sénateurs. Retenez que le bureau du premier congrès de l'Union sacrée de la Nation est présidé par Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, avec un premier vice-président, un deuxième vice-président et d'autres membres du bureau. Je voulais annoncer en titre que le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a confirmé sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre de cette année. Une annonce faite ce lundi 2 octobre lors de son adresse à la population congolaise. Il a prévu de déposer formellement son dossier dès ce mardi à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Yves Maël et Générose Sengo.
Comme prévu, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege s'est adressé à la nation congolaise ce lundi 10 octobre dans la grande salle de la paroisse Fatima devant une foule venue de partout. De la blouse blanche à la politique, Denis Mukwege a mis en place un parti politique dénommé Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, soucié de réparer la nation congolaise comme il est fait aux femmes victimes de viols dans l'est du pays. Denis Mukwege a déclaré devant les caméras du monde entier qu'il est candidat aux élections présidentielles de décembre 2023. Réponse aux inquiétudes du peuple congolais, affirme le prix Nobel de la paix 2018. Je déclare que je suis prêt à réaliser ces projets, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République. Pour Denis Mukwege, ACRN, son parti, est du côté de la nation pour redresser la République démocratique du Congo. Je ne viens pas pour la continuité. Je vous propose une véritable rupture. Ensemble, travaillons pour arrêter les déclins en cours. Ensemble, cherchons, exprimons le meilleur pour qui se trouve en nous, car nous savons que la grande majorité des Congolais aspirent à tourner les dos à l'absence d'éthique et de responsabilité au sommet de l'État. L'ensemble de la majorité des Congolais aspirent tout simplement à tourner les dos à l'absence qui a engendré et entretenu les désordres politiques, absence qui a occasionné l'immense gâchis économique et social et qui alimente les désastres sécuritaires que nous connaissons sous les régimes actuels. Le réparateur de femmes déposera sa candidature ce mardi 3 octobre à la Commission électorale nationale indépendante. En réaction après son adresse à la nation, les cadres de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation ont salué la décision prise par le docteur Denis Mukwege, celle de se présenter aux élections présidentielles de décembre 2023. On les écoute tour à tour au micro de Généros Essengo et Yves Maëlé. Nous sommes très contents d'assister à cette grande manifestation et c'est pour la toute première fois que nous avons vu beaucoup de gens se mobiliser sans être attirés par l'argent. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, le discours a été un discours profond. C'était une parole de cœur. C'était un père qui parlait à ses enfants. Donc on a senti la souffrance et c'est notre candidat que nous allons porter pour que la RDC reprenne sa grandeur d'antan. Il sait dans quoi il s'engage. Et dès l'instant où il s'engage, dès l'instant où vous, journalistes, vous connaissez la valeur de ce monsieur, mais comme il l'a dit, c'est à chacun de nous de faire sa part. Il a dit, je suis prêt à fédérer toutes les forces du changement. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? C'est d'aller parler à ses collègues, à ses frères, qui sont aussi candidats présidents, en leur disant, qu'est-ce que vous pensez de l'appel du docteur Mukwege? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de faire une version améliorée de ce que vous avez fait à Genève et de vous mettre ensemble pour que, si changement il y a, et si réellement ce peuple veut un changement, que ce peuple puisse avoir un choix. Et ce choix, je l'espère, ce sera quelqu'un qui est capable de redresser la dignité du Congo. Parlons encore élection du 20 décembre 2023. L'opposant Martin Fayoulou, qui entretenait le suspense ces dernières semaines, a confirmé le week-end dernier à Kinshasa sa candidature à la présidentielle. Roger Matadi pour le commentaire. À une semaine de la fin des dépôts des candidatures à la présidentielle prévue le 20 décembre en RDC, l'opposant Martin Fayoulou, qui avait déjà boycotté les processus électoraux, est revenu sur sa décision en annonçant le dépôt dans les prochains jours de sa candidature à la présidentielle. Entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections.
Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Le cadre de sa coalition Lamouka avait suivi son mot d'ordre en refusant de déposer également leur candidature aux législatives nationales et provinciales en juillet dernier. Selon nos sources, certains cadres de la coalition n'ont pas approuvé sa décision d'entrer dans la course présidentielle. À en croire l'opposant Devos Kitoko, secrétaire général du parti SID, cette décision était consensuelle, prise par la majorité des membres du collège des présidents. L'affaire du journaliste Stanis Boujakira, on en parle encore. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, l'Observatoire de la dépense publique ainsi que Justicia ASBL ont organisé une conférence de presse ce lundi dans la salle de service de documentation et d'études située dans la commune de la Gombe pour exiger la libération du confrère Boujakira arrêté depuis le 8 septembre dernier. Suivez à ces sujets la lecture du communiqué par Maître Timothée Mbouya. La SADO, l'ODEP et Justicia ASBL sont inquiets du fait que la loi congolaise sur la liberté de la presse ait été violée de manière manifeste par ceux qui mettent en cause M. Stanis Boujakira. Les constats suivants sont troublants. Primo, les autorités congolaises ont violé l'article 104 de la loi sur la liberté de la presse qui organise le droit de réponse et de rectification. Pourquoi les autorités congolaises ont saisi directement la justice en lieu et place de faire usage de cet article qui organise le droit de réponse en matière de délit de presse? Conformément à l'article 112, la personne lésée ne peut saisir la justice que si le droit de réponse lui a été refusé. Les autorités judiciaires exigent que M. Stanis Boujakira divulgue sa source d'information en violation de l'article 96 de la loi sur la liberté de la presse qui interdit aux journalistes de divulguer ses sources. Eu égard aux éléments développés ci-dessus, la SADO, l'ODEP et Justicia estiment que M. Stanis Boujakira est en détention pour des raisons autres que celles liées à l'exercice de sa profession de journaliste, en ce sens qu'il n'a pas bénéficié de toutes les garanties de sa profession de journaliste, en ce sens qu'il n'a pas bénéficié de toutes les garanties organisées par la loi sur la liberté de la presse qui assure la protection de la profession de journaliste. Et on change de chapitre, la délégation syndicale nationale du réseau national de télécommunications par satellite a effectué un sit-in ce lundi 2 septembre devant le ministère de la Communication et Médias pour réclamer le départ de leur comité de gestion suite au scandale financier du siècle. Regardez. Nous sommes ici en sit-in permanent depuis le 24 août 2023. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de feedback par rapport à nos revendications. L'IGF avait recommandé à notre employé de faire le nettoyage du fichier de paye, puisqu'il y avait des irrégularités par rapport à ça. Vous connaissez l'histoire. Donc il y a des personnes qui n'ont pas de contrats, qui n'ont ni qualité ni mandat de percevoir cet argent. Puisque l'argent, c'est l'argent du trésor public mis à la disposition des agents intéressants. Mais curieusement, cet argent a été escamoté subrepticement par l'employé, puisqu'il y a flagrance. C'est pour cela que nous sommes venus voir notre autorité de tutelle, c'est le ministre des Communications et Médias. Depuis le 24 août 2023 jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse, il y a flagrance. La Constitution est claire, le ministre est responsable de son secteur. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé le week-end dernier les activités de résilience urbaine de quartier de Kinshasa dénommé Topetola. C'était au quartier Ndanou dans la commune de Limité, un projet financé par l'Agence française de développement à la hauteur de 15 millions d'euros. Junette Fika.
Les activités du projet de renforcement de résilience urbaine de quartier de la ville de Kinshasa dénommé Topetola ont été lancées par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Les projets Topetola est une aubaine pour le gouvernement provincial de Kinshasa, plus particulièrement, et pour la population de Limete et des Massina en général, car il permettra de renforcer la résilience urbaine du quartier Ndalou, Salongo et Abattoir. Le gouvernement provincial attend énormément la réalisation de ce projet, compte tenu des réponses qu'il compte apporter en rapport avec l'installation des pompes de relevage en amont des quartiers à l'embranchement de la rivière Matité et de la rivière Ndjili, et plus en aval au niveau du quartier Pont-Rail. L'endiguement de la partie ouest de la rivière Ndjili, côté limité, quartier Ndano. L'équirage du stade de la rivière Ndjili, la réalisation des terrains de sport dans les quartiers de Salongo et l'animation de matchs. La réhabilitation d'axes de voirie et de curage à Antimo, travaux à haute intensité de la main-d'œuvre. Il s'y est dénoté que ces projets de renforcement de résilience urbaine est financé à la hauteur de 15 millions d'euros par l'Agence française de développement. Direction le Nord Kivu en vue d'éclairer les rumeurs qui circulent sur la toile affirmant que les FARDC auraient attaqué les terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans le territoire de Massissi. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, dément et affirme que les FARDC demeurent respectueux du cessez-le-feu. Je vous propose de l'écouter. Contrairement aux déclarations des terroristes de l'armée rwandaise, opérant sous le label du M23, qui circulent dans les médias et réseaux sociaux, il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les forces armées de la République démocratique du Congo restent et demeurent respectueuses du cessez-le-feu, respectant ainsi les engagements pris par les chefs d'État de la sous-région dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fait à Goma, le 1er octobre 2023. Quittant le Nord Kivu pour le Haut-Katanga, après la fermeture de plusieurs stations-service dans les villes de Likasi, Kolwezi et Lubumbashi la semaine dernière, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de payer le manque à gagner des entreprises pétrolières du Grand Katanga et avec celles de l'Est du pays. Regardez. C'est dans une réunion tenue le week-end dernier au gouvernorat de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, entre le gouvernement congolais, ici représenté par Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, et Didier Boudimbu,
ministre des hydrocarbures, et les membres de la Fédération des entreprises du Congo, section des pétroliers. En effet, d'ici mercredi, le manque à gagner sera payé et dans pratiquement 2 semaines, la situation sera sensiblement résolue, a confirmé Vital Kamerhe. Il a en outre affirmé que le gouvernement disposera des moyens provenant des banques pour payer ce manque à gagner. Par ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo a rassuré les pétroliers d'une publication imminente d'une nouvelle structure des prix pour les zones sud et est pour essayer de s'approcher des prix sur le marché mondial. La population congolaise ne doit pas oublier que le pétrole n'est pas produit au Congo, mais un produit du marché international qui a augmenté le prix de 30%. Pour rappel, il y a 3 jours, toutes les stations-service étaient fermées dans le Haut-Katanga, une situation qui avait conduit à la hausse du prix de transport en commun. Prenons à présent la direction du Vatican pour vous annoncer que le pape François ouvrira le mercredi 4 octobre la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Une principale nouveauté à cette institution consultative créée par Paul VI en 1965, des laïcs et des femmes prendront part aux travaux et pourront désormais voter. Regardez. Le pape François ouvrira mercredi 4 octobre au Vatican la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, l'aboutissement d'une vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église catholique. Principale nouveauté à cette institution consultative créée par Paul VI en 1965, des laïcs et des femmes pourront prendre part aux travaux et voter, une première dans l'histoire de l'Église. Il y a 700 millions de femmes catholiques dans le monde, il est temps que l'Église les écoute. Et ce que nous avons entendu tout au long du processus synodal, c'est qu'elles veulent servir l'Église. Les femmes revendiquent un statut d'égalité. Seules 54 femmes sur les 464 participants au synode auront le droit de vote, alors que les demandes affluent des 4 coins de la planète. Sheila Pires, qui travaille pour la conférence épiscopale sud-africaine, est venue spécialement depuis Johannesburg. Les femmes veulent se voir attribuer de meilleures positions de leadership. Elles veulent que leur voix soit entendue durant la prise de décision. Les femmes veulent participer. Les femmes prendront part au débat et voteront sur le document final, ce qui était jusqu'à présent réservé aux dignitaires ecclésiastiques. Une ouverture qui n'a pas été bien perçue par tous. Il faut à la fois un changement de culture, de mentalité, c'est une question d'attitude, d'éducation, et ce n'est pas facile. Le nombre de femmes travaillant au Vatican et celui des familles occupant des postes de direction aurait nettement augmenté au cours de ces 10 premières années de pontificat de François, selon le Saint-Siège. Au fin de ce journal, prenons à présent les rappels de titres. Ce lundi 2 octobre, Félix Tshisekedi et son homologue zambien ont présidé ensemble à Lubumbashi le lancement de construction d'un pont sur la rivière Luapula en présence des quelques autorités congolaises et zambiennes. Denis Mukwege sera bel et bien candidat à la présidentielle. Il l'a annoncé à la population congolaise ce lundi au cours d'une adresse dans la salle de Fatima à la Gombe. Et enfin, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode sera ouverte le mercredi prochain au Vatican par le pape François et désormais, les femmes pourront y participer et voter. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.